RTL Matin. L'invité de RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui Éric Ciotti, ex-président des Républicains et désormais président de l'Union des droites. Bonjour et bienvenue sur RTL, Éric Ciotti. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez consacré une grande partie de votre existence à la vie publique, à l'intérêt général. Est-ce que ça vous fait pas un peu mal au cœur de vous dire aujourd'hui, alors que la France va mal, qu'elle se cherche un gouvernement d'intérêt général, de ne pas en être, de ne pas y participer ? Pas du tout, parce que quand je vois ce spectacle lamentable à l'Élysée, je me dis que tous les mots français sont résumés dans ce tour de table avec tous ceux qui ont mis la France à genoux depuis Essayez des années. Essayez de se parler et de s'écouter, c'est un spectacle lamentable. J'ai pensé hier en les voyant autour d'Emmanuel Macron avec les socialistes, avec les staliniens communistes, j'ai pensé à cette phrase du général de Gaulle qui disait « Prétendre représenter la France » avec une fraction est une erreur impardonnable. Je crois que cette réunion, elle résume tout cela. C'est une fraction qui était là, c'est une fraction usée, dépassée, qui a abîmé le pays, qui n'a pas fait les réformes nécessaires, et c'est une fraction qui va être balayée par les urnes. Et d'ailleurs, quand je lis le sondage ce matin de l'IFOP et d'un nouveau concurrent, je me dis aujourd'hui, ceux qui étaient autour de la table hier représentaient au mieux 45% Éric Ciotti, des Français. Vous me faites penser à quelqu'un qui n'aurait pas été invité à un dîner de copains et qui dit c'était pas vraiment. Je suis vexé, donc c'était nul. C'était pas vraiment des copains, sincèrement. Non, mais certes, autour de la table, il n'y avait pas vraiment des copains. Parce que de fait, vous vous retrouvez un peu sur le banc de touche. Mais c'est pas la question. Le banc de touche, c'est la France qui est sur le banc de touche. Elle est sur le banc de touche des grandes nations, elle est sur le banc de touche de l'Europe, elle est sur le banc de touche du déclassement économique. François Langlais vient de souligner la gravité. Il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit la censure du gouvernement, il y a une semaine, a tout bonnement interdit le redressement des finances du pays. Et ça vous concerne ? Ce sont les élections législatives qui ont interdit le redressement du pays. Quand il y a eu cette coalition improbable, c'est pour ça qu'on est dans cette situation, qui a vu l'alliance de LR de LR, ceux qui ne m'ont pas suivi. Ça, c'est l'épisode d'avant. Mais la censure, c'est vous, c'est le RN. Pourquoi on en est là ? Force politique. Et Thomas Soto, pourquoi on en est là ? Dans une démocratie, la réalité, c'est l'élection. Et cette élection du mois de juin, elle s'est faite, convenez-en, sur des bases totalement ahurissante. L'alliance des contraires, Monsieur Bertrand qui appelle à voter insoumis, Édouard Philippe qu'on présente comme le sage qui appelle à voter communiste, DLR... On va pas refaire ce match-là. On va essayer d'avancer parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas de gouvernement. Oui, mais je sais que ça peut gêner certains, mais la réalité, elle est là. C'est cette alliance des contraires qui a mis le pays dans le chaos. Emmanuel Macron, il a dit vouloir nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Quel profil serait acceptable pour vous ? Quand je dis acceptable, c'est-à-dire qu'il ne déclencherait pas instantanément une motion de censure. C'est pas la question du profil, c'est la question du projet. C'est que va faire le Premier ministre ? D'abord, il faut qu'il écoute, il faut qu'il respecte les Français qui ne pensent pas comme cette coalition des contraires, et il faut qu'il n'y ait pas des mesures comme c'était le cas dans ce budget. Vous savez, moi j'ai pas censuré Michel Barnier, j'ai du respect pour Michel Barnier. J'ai censuré le budget, le 49.3, c'est contre un texte. La conséquence, c'est la chute du gouvernement, mais c'est pas l'article 49.2, c'est l'article 49.3 contre un texte. Donc nous avons censuré un mauvais budget qui portait 40 milliards d'euros d'impôts de plus, de prélèvements obligatoires. On est le pays au monde où les impôts et les charges sont les plus élevés et on laisse encore ce fardeau fiscal. Les entreprises, ceux qui travaillent n'en peuvent plus. Et parallèlement, ça, et c'est la raison pour laquelle aucune réelle économie. Par exemple, l'AME, quand les Français, vous savez, les Français, on dérembourse certains médicaments et on ne touche pas l'AME pour les clandestins. Mais comment entendre ce message, a fortiori de la part d'un gouvernement censé être à droite. Tous ces sujets-là pourraient être débattus quand il y aura un gouvernement et donc un Premier ministre. Est-ce que François Bayrou, c'est un candidat acceptable pour vous ? Moi, je rentrerai pas dans la foire au Premier ministre qui... nous verrons celui... Si vous dites ce matin, nous verrons. Si François Bayrou, on appuie sur le bouton censure dans les 15 jours, ça pose un problème. Il y a aucune automaticité à la censure, il n'y a aucune interdiction à la censure. Si demain, le budget est
est mauvais, nous aurons la même attitude. Moi, j'ai censuré, dans le cas de l'alliance que nous avons bâtie, et qui est l'alliance qui la seule permettra l'alternance, et l'alternance des réformes, et l'alternance à droite, si ce budget est mauvais, s'il y a encore ce fardeau fiscal, ces impôts, ces attaques contre le pouvoir d'achat, le fait que l'État ne fasse pas d'efforts, qu'on n'impose pas à certaines collectivités comme les métropoles qui dépensent sans compter des réductions, eh bien, nous aurons la même attitude. Est-ce que votre objectif, c'est de pousser Emmanuel Macron à la dissolution ? Il a dit hier, visiblement, qu'il ne voulait pas dissoudre avant 2027. Ça vous pose un problème ou pas ? Moi, je pense que la vérité, et nous sortirons de la crise par les urnes. Donc, il y a des moyens. Il y a la dissolution à partir du mois de juillet, il y a le référendum, il y a éventuellement une élection présidentielle. Vous savez, là encore, je reconvoquerai le général de Gaulle, mais vous imaginez le général de Gaulle faire cette réunion hier ? Vous imaginez le général de Gaulle, après la raclée qu'il a subie, que Emmanuel Macron a subie aux élections législatives, rester en fonction. Alors certes, n'est pas de Gaulle après la guerre, quand il s'agit de reconstruire, il a su mettre tout le monde autour de la certes, table. n'est pas de Gaulle qui veut, mais dans la minute, en 1969, il a démissionné. En 1968, il a dissous. Il a été relégitimé. Pendant la guerre, le soutien, il était derrière lui. Et on était dans une période exceptionnelle. Là, on est hors période de guerre, mais M. Macron nous laisse un champ de ruines budgétaire, social, sécuritaire, migratoire. Faut-il que Bruno Retailleau reste au gouvernement ? Personnellement, je le souhaite, mais là encore... Est-ce que c'est pas lui votre problème ? Nous verrons ce qu'il fait, mais c'est pas du tout le problème. Est-ce qu'il vous coupe pas l'herbe sous le pied, finalement, Bruno Retailleau, en menant la politique que vous mèneriez si vous étiez au pouvoir ? D'abord, j'ai entendu hier qu'autour de cette table à l'Élysée, enfin la presse en a fait l'écho, que ce qui avait été négocié, c'est qu'il n'y ait pas de texte sur l'immigration. Donc, comment Bruno Retailleau peut-il agir ? Bruno Retailleau, il parle. Et il parle comme je peux parler. C'est pas étonnant. On a d'ailleurs rédigé les mêmes textes ensemble. Ouais. Non, pour l'instant, il n'agit pas. Mais car vous étiez là il n'y a pas longtemps. Sur l'immigration, où sont les dispositions ? Sur la sécurité, où sont les dispositions ? D'autant qu'elles étaient contrariées, je le rappelle, par une position du garde des Sceaux, Didier Migaud, qui était totalement opposé à ce que disait Bruno Retailleau. Notre exemple, l'AME, j'y reviens. Monsieur Retailleau voulait supprimer l'AME, Madame Darrieussecq, ministre de la Santé, s'y opposait catégoriquement. Donc, on était toujours dans l'immobilier. De la réduire. C'est plus le sujet. J'ai encore deux petites questions rapidement. Pendant que la France se cherche désespérément un gouvernement qui ne serait pas en carton, le monde entier regarde avec inquiétude la situation en Syrie, la chute du régime de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est pour vous, cette chute, une catastrophe géopolitique ? Je regarde ça avec la plus grande prudence et la plus grande vigilance. Vous savez qui a parlé de catastrophe géopolitique ? Un régime dictatorial a été remplacé par des gens qui présentent aussi de grandes menaces. Donc, soyons vigilants. Moi, je demande... Est-ce que la chute de Bachar est une catastrophe géopolitique ? Ça remet en cause les équilibres géopolitiques. Il y en aura de nouveaux. Ouais. Il y en aura de nouveaux. Ça peut être, en effet, cette catastrophe, si nous y prenons garde, si nous laissons les Turcs massacrer les Kurdes, si nous laissons les djihadistes. Je rappelle qu'il y a 200 djihadistes français qui ont combattu autour du nouveau pouvoir. Il y en a une centaine, nous disait hier le procureur national antiterroriste. Notamment les brigades Omar Obzen qui venaient de Nice. Donc il y a cette situation qui est préoccupante. Moi, je demande aujourd'hui que les réfugiés syriens puissent retourner immédiatement en Syrie et qu'on suspende réellement l'octroi de visas depuis la Syrie. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Vous serez candidat à la mairie de Nice dans 2 ans. Ah, je sais qu'à chaque conclusion de notre rendez-vous, mais je vous promets, lorsque l'annonce sera faite, de venir vous le dire. Lorsque l'annonce sera faite, ça veut donc dire que l'annonce va se faire. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'être venu avec nous. Dans un instant, c'est